pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, les médecins qui pratiquent aux Îles-de-la-Madeleine, la fin des consultations téléphoniques ou des consultations télémédecine? C'est un recul majeur dans l'accessibilité pour les patients. C'était l'un des bons coups du système public des dernières années qui avait permis de gagner en temps et en efficacité. Pour bien des gens, ça va vouloir dire la fin des suivis avec leur médecin de famille et où ces gens-là vont aller à l'urgence. The most beautiful word in the dictionary is tariff. And it's my favorite word. The higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. Voici Patrick Lagacé. Mardi le 26 novembre 2024. Merci d'être là. Nous sommes toujours au bout de la messagerie 985. On commence avec une météo avant le tour d'horizon de l'actualité. L'actualité qui est extrêmement achalandée aujourd'hui. Ce matin, de la pluie verglaçante est attendue. La situation va durer plusieurs heures jusqu'en début d'après-midi. Laval, Basse-Laurentide, sud de l'Outaouais. Écoutez, soignez vos déplacements. Il y a même Environnement Canada qui recommande le télétravail. Maximum de 5 degrés aujourd'hui. Demain, possibilité d'averse de neige 4 degrés. Jeudi, pluie intermittente 4 degrés. En ce moment, sur la grande région de Montréal, il fait 0. Des nouvelles de Donald Trump, pour commencer. Il a envoyé hier sur son réseau Truth Social une petite bombe destinée au Mexique et au Canada. Il menace les partenaires commerciaux et voisins de tarifs de 25 %. 25 % sur toutes les exportations de ces deux pays-là vers les États-Unis. Évidemment, dans une économie intégrée, ce serait catastrophique pour toutes les parties impliquées. Si vous travaillez dans une entreprise manufacturière qui envoie de la production aux États-Unis, ben vous êtes directement affecté si ces tarifs-là entrent en vigueur. Si vous êtes un Américain et que vous dépendez dans votre commerce de produits qui viennent du Mexique, du Canada, on peut penser à des pièces pour l'aéronautique qui viennent du Canada, on peut penser à des produits maraîchers qui viennent du Mexique, ben ça va hausser vos coûts. Donc, les Américains pourraient souffrir aussi. Et là, il y a quelques instants, là, je levais les yeux vers CNN et il y a un haut placé chez Walmart qui disait, écoutez, les tarifs, c'est bien beau, mais ça va causer de l'inflation aux États-Unis. Et là, ce qui se dégage des premières réactions, c'est ce qu'on voyait circuler là, depuis quelques semaines, depuis que M. Trump a été élu. Ce qu'on pense aux États-Unis, ici, c'est que c'est une sorte de position de négociation de M. Trump. On sait qu'il a beaucoup de griefs face aux Canadiens, face aux Mexicains. Ça touche le commerce, mais ça touche aussi la gestion de la frontière. Et là, hier, dans son message sur Truth Social, le futur président des États-Unis a écrit, écoutez, il y a trop de trous dans les frontières. Les Canadiens doivent en faire plus. Les Mexicains doivent en faire plus pour empêcher l'entrée de drogue, de fentanyl notamment, et aussi l'entrée de migrants. Pour ce qui est des migrants, écoutez, les arrestations à la frontière sud, là, c'est plus de 2 millions par année si on se fie aux données de 2023. Donc, les tentatives d'entrer illégalement aux États-Unis, elles sont nombreuses, quotidiennes. C'est un problème politique. Du Canada, il n'y en a pas beaucoup. Là. Il y a des ministres canadiens hier qui ont rappelé qu'on est à peu près à 10 000 arrestations en une année du côté du Canada, donc vers les États-Unis. On verra ce qui va arriver, mais Justin Trudeau hier a parlé avec M. Trump. Il n'y a pas grand-chose qui a transpiré de cette discussion-là, sauf que, je le répète, c'est vu comme une sorte de position de négociation. Et là, il y a des propos qui sont rassurants de gens d'affaires quand même. Là. Même si on dit, écoutez, ça pourrait être catastrophique s'il y avait 25 % d'imposition de tarifs, sauf que c'est une position de négociation. Et dans la presse aujourd'hui, on cite le président de l'Association des fabricants de pièces d'automobiles du Canada, Flavio Volpe. Lui, il a été membre de cette équipe Canada qui a été mise sur pied par le gouvernement de M. Trudeau il y a quelques années, quand M. Trump est arrivé et a imposé une renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain qui est devenu là, depuis l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Et je le cite, il faut être patient.
Ce geste vise à provoquer des réactions. Il ne faut pas céder à la panique. Il est bon de réagir, mais il ne faut pas précipiter les choses. Nous sommes à 2 mois de son retour au pouvoir. Nous savons qu'il aime faire des déclarations choc par l'entremise des réseaux sociaux, mais quand vient le temps de négocier, M. Trump peut être coriace, mais il reste raisonnable. Et il dit, écoutez, les Américains ont besoin de nos produits aussi. Le Québec vend de l'aluminium. L'Ontario, c'est le secteur automobile. L'Alberta offre du pétrole, la Saskatchewan de l'uranium, la Colombie-Britannique de l'eau douce. Bref, ça se peut que ce soit une tactique de négociation, mais quand même, si on est employé aujourd'hui dans une entreprise qui fait affaire avec les Américains, disons qu'on se réveille avec un petit peu d'inquiétude au-dessus de notre tête. Et parlant de Donald Trump, il est en voie d'acquérir cette immunité qu'il recherchait en étant élu. On sait que, à cause de gestes posés quand il était président dans son premier mandat, il a été poursuivi au niveau de certains États, Georgie, New York, et il a été poursuivi aussi au niveau fédéral. Les poursuites au niveau fédéral sont tombées hier en vertu d'un vieux principe de 1973 selon lequel on ne peut pas poursuivre aux criminels en vertu de lois fédérales. On ne peut pas poursuivre un président des États-Unis qui est en fonction. Donc, vous pouvez lire ça, c'est un peu partout dans les médias aujourd'hui. Je l'évoquais, on revient au pays, on vient sur le plancher des vaches, je l'évoquais tantôt avec Bénédicte. Il y a cette histoire dans la presse, un oui, allô, lourd de conséquences. Vous le savez, comment on répond au téléphone? On peut répondre « allô » et il y a des gens qui répondent « oui, allô ». Semble-t-il que Mme Monique Proust, une femme de Gatineau, ne répond plus au téléphone parce qu'elle a été escroquée pour 6 000 $ et il semble que son « oui, allô » qu'elle a offert en répondant au téléphone à un appel inconnu, ça a été enregistré et utilisé par les fraudeurs pour interagir avec sa banque. Et là, il y a des virements qui ont été faits vers une compagnie de crypto-monnaie. Et ce qui se dégage des impressions de cette victime-là, ce qui se dégage de commentaires de spécialistes, c'est justement qu'on a enregistré sa voix pour faire affaire avec la banque. Vous savez, là, si vous avez déjà appelé avec Desjardins, si vous avez appelé la Banque nationale, si vous avez appelé vos compagnies de cartes de crédit, on prend ce qu'on appelle une empreinte vocale de votre voix. Ça sert à vous authentifier pour la prochaine fois où vous appelez. Et il semble qu'avec ce « oui, allô », on puisse vous frauder. C'était une légende urbaine. C'est peut-être pas le cas de Mme Proulx, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui pointent dans cette direction. Donc, méfiez-vous. Le conseil des experts dans le papier de la presse, signature d'Éric Martel, c'est quand vous répondez, puis je sais que c'est absurde ce que je vais vous dire là, dites pas « oui, allô ». Dites autre chose. Il semble qu'avec d'autres mots, c'est plus difficile de vous frauder. Je veux qu'on parle de saloperie syndicale. Et par saloperie syndicale, je parle de leadership syndical. Il y a 2 histoires dans les quotidiens aujourd'hui. D'une part, dans la presse et d'autre part, dans le Journal de Montréal. Dans la presse, on a une histoire qui concerne le local 301 du SCFP. Ça, c'est le fameux syndicat des cols bleus qui était tranquille depuis quelques années. On le sait, c'est un syndicat historiquement très revendicateur, mais aussi historiquement à l'intérieur du syndicat local 301 des cols bleus de la Ville de Montréal. C'est un syndicat où, disons, ça joue dur, les coudes sont portés très, très haut. Et si vous êtes opposé au leadership syndical, ou alors si vous êtes soupçonné de vous opposer au leadership syndical, vous allez en payer le prix. Quand je parle de payer le prix, il y a des gens qui se sont fait crever leurs pneus, il y a des gens qui se sont fait bousculer, il y a des gens qui ont été menacés au fil des années. Et aujourd'hui, dans la presse, il y a une enquête de la chroniqueuse Isabelle Haché qui parle de Sonia Gosselin. C'est une vice-présidente du syndicat des cols bleus de Montréal. Elle raconte l'enfer qu'elle a vécu quand le président Jean-Pierre Lauzon l'a prise en grippe. Traitement du silence, dénigrement, etc. Elle a porté plainte dans les instances syndicales. Il y aura un procès demain, un procès, je le mets entre guillemets. M. Lauzon va devoir répondre de ses actes, mais ce qui est écrit là-dedans, ce qui est rapporté là-dedans par Isabelle Haché, ce que Mme Gosselin a vécu et qui est aussi, semble-t-il, corroboré par 7 sources qui témoignent de façon anonyme, je vous le dis, moi, je lisais ça et ça me rappelle le travail journalistique que j'avais fait là-dessus dans les années 2000. Dans les années 2000, j'avais révélé dans la presse, dans le Journal de Montréal, des faits de harcèlement, des faits de harcèlement psychologique à l'intérieur du syndicat. Des employés qui étaient espionnés, des employés qui étaient menacés, toutes des gens qui travaillent pour le syndicat, qui ont été élus ou alors qui sont
qui ont des fonctions d'employés du syndicat. Et la réflexion que je m'étais faite à l'époque et que j'avais écrite dans la presse, c'est que ce qui était rapporté là, ce genre de climat toxique, ce genre de harcèlement de syndiqués contre des syndiqués, si c'était le méchant patron qui faisait ça à des employés, écoutez, il y aurait eu des émeutes. Le syndicat des cols bleus aurait envahi des locaux de la ville de Montréal pour protester et pour défendre leurs membres. Ça se passe à l'interne. Ça se passe à l'interne et là, les recours sont pas très nombreux. Et ce qu'on voit, c'est que 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, après une tutelle de 3 ans pour faire le ménage, ben il semble que les bonnes vieilles habitudes de gros bras contre les camarades ont recommencé au syndicat des cols bleus. Vous pourrez lire ça dans le journal La Presse. C'est Isabelle Haché qui signe cette enquête-là. Et hasard, dans le Journal de Montréal, on a une autre histoire de harcèlement à l'intérieur d'un syndicat. Et cette fois-ci, c'est un suivi sur l'histoire de Rénal Grondin, qui a été le président de la FTQ Construction. Il n'est plus à la FTQ Construction. Et en 2022, la presse avait révélé que Rénal Grondin avait commis des agressions sexuelles lorsqu'il dirigeait le local AMI. Ça, c'est avant qu'il devienne président de la FTQ Construction. Et que ça ne l'avait pas empêché, justement, d'être élu président du puissant syndicat FTQ Construction. Là, il y a eu rapport d'enquête interne et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens dans le mouvement syndical qui savaient ce qui se passait, qui savaient que cette femme-là, la secrétaire de M. Grondin, était harcelée, était agressée. Et Magali Picard, la grande patronne de la FTQ, qui n'était pas patronne de la FTQ au moment où c'est arrivé, elle a été enregistrée à son insu dans une réunion avec la plaignante. Et elle se rend aux arguments de la plaignante. Là. Elle n'a pas tenté de nier, de minimiser. Et elle accorde une entrevue aussi au Journal de Montréal où, sans détour, elle dit que quand elle a entendu la victime, quand elle a pu parler, échanger avec elle, elle a été consciente de tout ce que cette femme-là avait vécu. Et elle parle même d'un régime de terreur à l'époque à la FTQ Construction. Et il faut connaître un peu l'historique de la FTQ Construction. C'est une sorte d'État dans l'État à la FTQ. Pas surprenant qu'il y ait des gens qui se soient pensés immunisés contre toutes sortes de conséquences de leurs actes. C'était vrai quand on commettait des actes criminels. C'était vrai quand on pigeait dans la caisse de la FTQ Construction à même les cotisations des membres. Et on dirait bien que ça a été vrai aussi, cette impunité, quand il y avait du harcèlement et des agressions sexuelles. Donc, c'est à lire dans le Journal de Montréal. Mais je me fais la même réflexion. Si les patrons faisaient ça à des employés, ce syndicat s'immolerait par le feu. Ce syndicat ferait des conférences de presse, on casserait des vitres, mais quand ce sont les camarades syndiqués qui harcèlent, qui agressent des camarades syndiqués, silence radio, loi du silence, ça prend des années avant que la lumière soit faite. J'attire votre attention sur un texte dans la presse aujourd'hui. Vincent Larin qui rapporte que écoutez, on le sait, il y a beaucoup de grogne dans les Basses-Laurentides par rapport aux nouvelles cartes de risque d'inondation. Les maires sont fâchés contre Québec. Ils ont tout à fait le droit d'être fâchés contre Québec. Je pense qu'il y a un problème de communication dans toute cette saga. Il y a des gens qui se retrouvent soudainement en zone inondable. Je pense aux gens de Pointe-Calumet où il y a une digue qui a été érigée. C'est Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il y a une digue qui a été érigée justement pour prévenir les inondations, mais la nouvelle carte fait en sorte qu'on est quand même en zone inondable. Bref, il y a de la grogne. Je comprends ça. Les maires défendent leurs concitoyens et ils le font bien. Ceci étant dit, il y a certaines limites qui ne peuvent pas être franchies. Et là, il y a Benoît Charette. On peut critiquer Benoît Charette, ministre de l'Environnement, dans cette saga, mais il a été la cible d'une plainte à la police, M. Charette, faite par une mairesse qui l'accuse de lui avoir fait savoir que si elle s'entêtait à faire une pétition pour dénoncer Québec ou pour faire de la pression sur Québec, bien qu'elle allait en payer le prix, qu'elle allait le payer cher. Elle a pris ça comme une menace. Elle est allée à la police, semble-t-il. Elle a fait une plainte. Mais elle aurait dit aussi, je fais une plainte, mais je veux pas qu'il y ait une enquête. C'est complètement fou, complètement farfelu. Et Monsieur Charette a fait une sortie. D'abord, il réfute avoir tenu ces propos-là. Il affirme que selon lui, la plainte a été jugée
non recevable. Et il dit, les personnes qui étaient présentes lors de la rencontre vont pouvoir confirmer que le ministre Charette n'a fait aucune menace ou intimidation à l'endroit de qui que ce soit. C'est une histoire qui est rocambolesque. Et sincèrement, si vous portez plainte à la police parce que vous avez été menacé, vous avez le droit de le faire. Mais la moindre des choses, c'est de dire à la police, je veux que vous enquêtiez. On ne fait pas une plainte à la police en disant, je veux pas que ce soit enquêté. Donc, j'espère que la mairesse qui s'appelle, c'est la mairesse de, laissez-moi vous dire ça, Sonia Fontaine, la mairesse de Pointe-Calumet, justement, j'espère qu'elle va réagir aujourd'hui. Présentement, elle se réfugie derrière un pas de commentaires. C'est quand même grave d'utiliser la police pour régler des problèmes politiques comme ça. Chronique à lire dans le Journal de Montréal. Michel Girard qui revient sur la saga des chèques de 250 $ que le gouvernement fédéral, le gouvernement de M. Trudeau, va envoyer en avril prochain, le congé de taxes de TPS. D'abord, il souligne que les retraités auraient dû recevoir eux aussi ce 250 $. Et Michel Girard souligne aussi avec beaucoup de pertinence que quand on fait 150 000 $ net, parce que c'est le barème, si vous faites moins de 150 000 $ en 2023, vous allez recevoir un chèque de 250 $. Si vous en faites moins, si vous faites 150 000 $ par année, vous n'avez pas besoin d'un chèque comme ça. Ce que Michel Girard dit, c'est qu'on aurait pu abaisser le barème pour aller aider les plus mal pris de la société. Donc, si vous voulez pester encore plus les retraités qui n'allaient pas recevoir le chèque, allez lire Michel Girard ce matin. Parlons de petite enfance. Il y a, on le sait, là, si vous avez des enfants qui sont en CPE, si vous avez des enfants qui sont en service de garde, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Thomas Gerbet de Radio-Canada le révélait la semaine passée. Là, il y a 10 000 travailleurs, travailleuses de CPE, de services de garderie, qui ont déserté le réseau dans les 3-4 années passées. Ce que ça fait, c'est qu'on a besoin d'employés. Il y a, semble-t-il, des agences qui peuvent un peu boucher les trous comme ça, mais les agences, ça coûte cher aux CPE. Et il y a des CPE là, qui se mettent à vraiment multiplier les petits bonbons pour garder, pour attirer les employés. Et là, ce qu'on voit, c'est que si on pense qu'on a des problèmes de pénurie présentement dans les CPE, dans les services de garde, bien, attachons nos tucs avec de la broche parce que dans les programmes au cégep où on forme les futures éducatrices, il n'y a pas un très, très haut taux de diplomation. Il y en a beaucoup qui commencent dans les programmes. Vous pouvez avoir des gens, là, il y a des statistiques, par exemple, cégep de Valleyfield, 25 étudiants et étudiantes qui commencent le programme. 3 ans plus tard, il y a une personne qui obtient son diplôme. C'est un peu la même chose à Sainte-Foy. Automne 2021, 82 inscrits. Et à l'hiver 2024, seulement 13 étudiants et étudiantes qui ont reçu leur diplôme. Et c'est comme ça un peu partout au Québec. C'est inquiétant pour plein de raisons. D'abord, on veut que nos enfants soient pris en charge quand on les laisse au service de garde par des hommes, des femmes qui ont reçu une formation, d'une part. On veut qu'ils soient bien traités, qu'ils soient appréciés, stimulés, etc. Mais pour les parents qui travaillent, si on commence à avoir des bris de service dans les CPE, dans les services de garde, c'est de la productivité qui est perdue, c'est du stress de plus, voir que le gouvernement y voit. Donc, c'est à lire sur le site de Radio-Canada, ce scoop de Thomas Gerbet, encore une fois. Et je reviens toujours sur la question des enfants. Hier, dans la presse, il y avait cette enquête inquiétante. Les constats sont inquiétants sur l'autonomie des enfants, sur la perte d'autonomie des enfants de nos jours. Il y a des profs à l'élémentaire, au primaire, qui ont témoigné dans ce papier-là, je vous le rappelle, là, les grandes lignes, des enfants qui sont plus capables d'attacher leurs souliers, des enfants qui sont pas propres à la maternelle. Tu es obligé d'embaucher des préposés aux couches à la petite école, qui sont pas capables d'éplucher des bananes, de tenir un crayon, de faire un bricolage, qui se désorganisent quand ils entendent le mot « non », un mot, semble-t-il, qu'ils ne sont pas habitués à entendre. Donc, il y a toutes les capacités parentales. La question des parents aussi qui sont sous pression et aussi tout le temps passé sur les écrans. Plus vous passez de temps sur les écrans, bien, moins vous passez de temps dans le réel à vivre en 3D avec d'autres petits êtres humains. Et ça, bien, c'est des années de formation cognitive, de socialisation que vous perdez au bout de la ligne. Bien, il y a des réactions de profs, de parents dans la presse aujourd'hui en suivi à ce dossier-là. C'est vraiment à lire. Et je vais citer juste une prof qui s'appelle Marie-Josée Thibault qui dit « Je suis enseignante au primaire pour une 26e année. Elle enseigne en 3e année.
Merci de me confirmer que je suis pas folle. J'observe les comportements dont vous parlez tous les jours. Je me pose la question, mais où l'avons-nous échappé en tant que société? Je crois que nous devons poser des questions sur la direction que nous avons prise. Donc, il y a de l'anecdote, mais mettez les anecdotes bout à bout. Pas de tomber dans du conservatisme et de dire que dans mon temps, c'était donc bien mieux. Il semble qu'il y a quelque chose qui se passe chez les enfants, dans le domaine de leur développement cognitif, de socialisation, et ça commence à avoir un effet sur leur vie en société. Donc, merci d'être là. Ça fait le tour pour l'instant. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. J'accueille en studio Dr Marc-André Ammiot. Il est président de la Fédération des médecins omnipraticiens, les médecins de famille du Québec, parce qu'il y a un problème, semble-t-il. Il y a un os entre Québec et la FMOQ pour ce qui est des consultations à distance en télémédecine. Dr Ammiot, bonjour. Bonjour. OK, là, si je comprends bien, là, ce qui circule, c'est que depuis la pandémie, les médecins, là, que vous faisiez de la télémédecine, une consultation à distance, ça vous payait entre 42 et 65 $ par consultation. Là, Québec veut baisser le tarif de manière importante. De manière très importante. On est autour de 6 à 8 $ du 5 minutes complété. Ça veut dire 9 minutes et moins, 6 à 8 $. OK, mais c'est un recul important pour vous. Il y a quelque chose que je comprends pas. Si on le paye présentement de 42 à 65 $ pour la consultation, pourquoi est-ce que Québec voudrait baisser ça à 6 et 22 pour 5 minutes? Bien, on se pose la même question, puis notre hypothèse, c'est qu'on doit couper 1,5 milliard. Donc, on doit couper dans les services. Là, vous êtes en égo pour le renouvellement de l'enveloppe avec Oui. Québec. Pourquoi est-ce que cette information-là, vous avez choisi de la sortir alors que la négo n'est pas finie? Parce que l'entente actuellement concernant la télémédecine, termine le 31 décembre 2024. Et cette entente-là, elle était renouvelée de décembre en décembre depuis la pandémie. Et on vous laisse donner un comité de travail, du temps, du recul pour analyser la situation. 12% des consultations au Québec se font par télémédecine. Ailleurs, au Canada, c'est utile, ça désengorge, puis tout. Là, oui. Ça désengorge. Aujourd'hui, vous pensez pas que c'est une belle journée de téléconsultation pour les patients âgés qui risquent de glisser, qui risquent de se fracturer la hanche? Au Québec, on vit dans les tempêtes. Même chose. Oui. Puis vous allez me dire qu'ailleurs au Canada, c'est quoi le pourcentage? C'est jusqu'à 25%. Alors, on a encore un potentiel d'optimiser parce que ça permet d'avoir une meilleure accessibilité, moins d'absentéisme au travail, gain de productivité pour les entreprises. Tout le monde est gagnant de la téléconsultation. Un tarif juste, ce serait quoi pour une consultation de 10-15 minutes, disons, en télémédecine? Nous, ce qu'on demande, c'est la même chose que ce qu'on a actuellement. 42 à 65 %. Voilà. OK, à 65 $. Il y a une affaire que je comprends pas. Puis, on a vécu la même chose dans ce qui est de la saga du GAP. Là aussi, vos tarifs n'étaient pas les mêmes, etc. Et là aussi, il y avait une date butoir. Là, vous me dites que l'entente pour la télémédecine, ça finit le 31 décembre. Mm-hmm. Il y a des négos. Oui. Pourquoi vous ne continuez pas juste, après le 31 décembre, le temps qui est une entente qui arrivera peut-être en février, qui arrivera peut-être en avril? J'espère que le gouvernement écoute votre commentaire. Nous, c'est ce qu'on souhaite, là. Continuons la même modalité et prenons le temps d'analyser la littérature. Prenons le temps d'analyser ce qui se fait ailleurs au Canada. C'est le gouvernement qui veut pas. Vous seriez prêts, les médecins à la FMOQ, à continuer? Bien sûr. Parce que je vous pose la question, parce que quand il y a des négociations de conventions collectives, puis je sais là, que pour les médecins, là, on peut pas appeler ça on peut-tu appeler ça une convention collective? Bon, il y a une entente. Mais quand il y a une négociation de convention collective, si on n'a pas d'entente à la date de fin de convention, on continue. Puis après ça, il y a une rétroaction, puis il y a un montant rétroactif qui est donné. Vous seriez prêt à ça, mais le gouvernement, lui, ce que vous me dites, là, c'est que Christian Dubé, là, lui, le 31 décembre, s'il n'y a pas de deal, il tire la plug. J'ai comme de la misère à croire ça. Tout à fait, mais c'est parce que cette entente-là, elle avait une date de fin. Elle avait une date de fin dans un contexte où on devait tout négocier ça dans le renouvellement de notre entente. Malheureusement, on n'est pas prêt à arriver à une entente globale. Alors, ce qu'on dit, nous, continuons de pérenniser
cette modalité-là qui est appréciée par la population. La population nous en demande plus là, de la téléconsultation. Je comprends que vous voulez la pérenniser. Le gouvernement veut vous négocier à la baisse. Bon, parfait. Puis là, on va le dire aux gens, là, la question de la rémunération des médecins, Dr Ammiot, c'est assez complexe. Là. Mais ce que vous me dites, c'est que vous seriez prêt le 31 décembre à continuer le même deal en attente des négociations. C'est pas vous qui dites c'est fini le 1er janvier? Je le répète, là, tout à fait. Puis je vais être bien clair, là, c'est exactement ça. Nous continuons la modalité telle qu'elle est actuellement, puis prenons le temps d'analyser la situation et de bien négocier cette modalité-là. OK, mais pas à 6 $ pour le 5 minutes. Ben, pas de façon, un prix, un montant dérisoire comme ça. Mais regardez au privé, une téléconsultation, ça coûte combien? C'est combien? Ah ben, ça va à 175 $ et plus. Mais pas pour 5 minutes. Ben, pour le temps nécessaire. Ben, c'est la même chose pour nous, là. Nous, que ça prenne 15 minutes, que ça prenne 20 minutes, le tarif de la téléconsultation, il est le même. Et il ne faut pas voir juste la durée du téléphone. Je vous donne un exemple. Vous appelez pour... le médecin vous rappelle, vous l'avez consulté pour une infection urinaire, il vous a donné un antibiotique. On reçoit l'antibiogramme, c'est-à-dire est-ce que la bactérie est sensible à l'antibiotique que je vous ai donné? Je fais une téléconsultation parce que ça vous prend un antibiotique plus fort. L'antibiotique que je vous ai donné n'est pas adéquat. Alors, une fois qu'on a terminé la consultation, ben moi, je dois rédiger la prescription, envoyer la prescription à la pharmacie, rédiger mon dossier médical. Ça ne se limite pas au seul temps de téléphone qu'on a avec le patient. Globalement, les négociations pour le renouvellement de l'entente salariale, ça se passe-tu bien avec le gouvernement? C'est très difficile. Qu'est-ce qui achoppe? On sent vraiment un vent de coupure et d'austérité. On veut couper dans les services. Rappelez-vous, à une certaine époque, on avait parlé même d'enlever des médecins de famille à des patients en bonne santé. Qu'est-ce qu'ils veulent couper? Des services. Comme quoi? Enlever des patients, enlever des médecins de famille à des patients en bonne santé pour les donner à d'autres. On a une pénurie d'au moins 1500 médecins de famille au Québec. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de combler cette pénurie-là pour donner les services à la population? Ce qu'ils veulent faire, on va reculer un peu la cassette, Dr Ammiot, là, c'est pas d'enlever des médecins de famille, c'est d'attribuer aux médecins de famille des patients qui ont des problèmes récurrents, plus vieux, maladies chroniques, etc. Politiquement, moi, je pense que ça se fait pas. Mais peut-être qu'au niveau de la santé, au niveau de l'organisation des soins, ça a peut-être du bon sens. Est-ce que c'est réaliste? Une autre affaire. Bien, c'est une mauvaise mesure à la pénurie actuelle et à une meilleure organisation. Nous, on a proposé des solutions au gouvernement pour améliorer les services à la population. L'entente d'inscription collective, là, les médecins de famille ont donné 1 million de rendez-vous au GAP, au gouvernement, et c'est le GAP, le guichet d'accès à la première ligne, qui remplit ces rendez-vous-là. Et on devait utiliser d'autres professionnels pour les plus petits cas. Ils n'ont pas été développés, ces trajectoires-là. Donc, souvent, le patient va terminer dans le bureau du médecin et on n'a pas optimisé l'offre de services. Mais les médecins de famille ont quand même fait l'effort d'offrir 1 million de rendez-vous pour améliorer l'accessibilité. On a d'autres solutions comme ça. Malheureusement, on n'est pas dans ce niveau de discussion-là. On est dans des solutions un peu simplistes, un peu... si les médecins de famille travaillaient à temps plein, il n'y aurait pas de problème d'accès. C'est simple un peu comme solution. Là, vous m'avez apporté des documents, oui. Là, vous m'avez apporté des données comme vous m'aviez promis la dernière fois qu'on s'est vu. Je vais les étudier avant de voir si c'est aussi anodin comme vous le dites. Mais vous me parlez de pénurie de médecins de famille. Mm-hmm. Combien ça gagne un médecin de famille? Disons que ça travaille à temps plein, disons. Le revenu moyen brut, on y revient toujours. Vous me posez toujours la question à chaque fois. Les chiffres m'intéressent tout le temps. Autour de 330 000. Mais c'est un revenu. Attendez un peu. Je dois payer les frais de cabinet. Je dois payer mon fonds de pension. Pour ça, non. Dans le revenu moyen, là, il y a une partie qui va en frais de cabinet, en location de bureau. S'ils sont en cabinet. Oui, s'ils sont en cabinet, mais sinon, il n'y a pas de fonds de pension. Il y a une assurance. Il faut prendre une assurance invalidité. Mes vacances ne sont pas payées. Êtes-vous en train de me dire que je devrais pleurer? Non. Mais je suis en train de vous expliquer que c'est pas un salaire auquel on doit ajouter des avantages sociaux. Non, mais parlons des vraies affaires. Mais parlons des vraies affaires. Écoutez, regardez, je comprends là, qu'il y a des frais qui viennent avec le 330 000. Je comprends, Dr Ammiot.
mais ça demeure quand même pas pire payé. Tout à fait. On questionne pas ça du parce tout. que quand je vous entends, j'ai l'impression que vous voulez me faire pleurer. Non, non, pas du tout. C'est pas mon intention. Fiscalement, il n'y a pas aussi la notion que même si on a juste un client, on est considéré travailleur autonome? Bon, on a plusieurs clients, mais un agent payeur. Ouais. Hein, les patients, ce sont tous des clients. C'est comme ça ailleurs au Canada? Oui, tout à fait. C'est Partout. comme ça ailleurs au Canada. Okay. Puis c'est comme ça aussi pour les dentistes, pour les notaires, pour les avocats, pour les autres professionnels de la santé. Ne traitons pas les médecins différemment des autres professionnels. À 330 000 avec quelques dépenses, comment ça se fait qu'il y a une pénurie de médecins de famille? Parce que je sais que les cohortes, là, ça se remplit pas en médecine. Tout à fait. Bien, il y a un écart important de rémunération avec nos collègues spécialistes, puis il y a un écart important de rémunération avec nos collègues médecins de famille dans les autres provinces. Hein. Rappelez-vous quand le ministre dit « je veux sevrer les médecins de famille du privé hein, ouais. Interdire il a reculé un peu qu'ils après aillent ça, au privé. Et là, on a trouvé qu'il y avait 2300 médecins formés au Québec qui travaillaient en Ontario. Bien, si c'était si intéressant que ça, de travailler au Québec, pourquoi il y en a 2300 qui s'en vont travailler en Ontario? Êtes-vous d'accord avec le principe que veut appliquer le gouvernement du Québec, justement, là? Tu es formé au Québec comme médecin, spécialiste ou médecin généraliste, bien, il va falloir que tu travailles au Québec dans tes premières années de pratique parce que le public t'a payé, tu vas venir travailler au public au Québec. Êtes-vous d'accord avec ce principe-là? Moi, je suis d'accord pour qu'on l'applique à tous les professionnels. Est-ce qu'on fait ça aussi pour les professeurs, les psychologues, les dentistes, les optométristes, les ingénieurs? Moi, si on applique, c'est juste le deux poids, deux mesures. Former un prof, contrairement à un chirurgien, ça ne coûte pas 700 000 $. Moi, je pense que, au vu de l'investissement important que le public fait, je trouve que c'est une question intéressante. Au-delà, puis je comprends, là, ce que vous me faites, c'est du oui, mais les autres. Je comprends ça, là, mais pour les médecins, là, ils ne vont pas régler le sort de tout le monde. Là. J'ai le président de la FMOQ avec moi. Êtes-vous d'accord avec ce principe-là? Bien, je suis d'accord avec le principe s'il s'applique à tout le monde. Hein? OK, mais disons qu'on commence avec les médecins. Ben non, on va commencer avec tout le monde aussi, là. Hein? Moi, c'est le deux poids, deux mesures. Ne traitons pas un groupe. Mais vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne voulez pas me le dire. Bien, c'est pas la bonne façon de faire. Améliorons les conditions de pratique des médecins de famille et ils vont rester au Québec et ils vont choisir la médecine familiale. À chaque année, il y a 50-60 postes, vous l'avez mentionné, de résidences qui sont pas comblés. Puis il y a 50 étudiants qui choisissent de prendre une année sabbatique pour augmenter leurs chances d'être admis en médecine spécialisée l'année suivante. Ils prennent une année sabbatique. Quand vous me dites améliorer les conditions, c'est-tu d'abord et avant tout la rémunération? Ça fait partie, mais pas exclusivement. La paperasse en est un autre exemple. Il y a un projet de loi là, pour... il y a eu une loi là, pour... Ça réglera pas un gros pourcentage. C'est pas dans la bonne direction. Mais quand 25% du travail des médecins de famille, c'est de la paperasse et qu'on ne le reconnaît pas sur la place publique, c'est comme pour vous, M. Lagacé, si on disait vous travaillez 4h30 par jour, de 5h30 à 10h. On sait que vous travaillez beaucoup plus que ça. Comment vous vous sentiriez si on disait vous travaillez juste 4h30 par jour? On reconnaît. Bien, les médecins de famille, la même chose. On ne comptabilise que ce qui est facturé à la RAMQ. Je vais vous répondre que vous avez raison, mais si je parlais de ça, il n'y a personne qui braillerait pour moi. Monsieur Amiot, Docteur Amiot, pardon, merci d'être venu nous voir en studio. Ça me fait grand plaisir. Docteur Marc-André Amiot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Première entrevue de notre bloc d'entrevues d'actualité. D'abord, Donald Trump, hier, a lancé une bombe sur son réseau Truth Social. On sait qu'il est amateur de tarifs douaniers, de barrières commerciales. Pour lui, ça fonctionne. Pour la majorité, pour pas dire l'immense majorité des économistes, on dit que ça ne fonctionne pas. Bien là, il veut imposer, c'est ce qu'il a annoncé hier, une taxe de 25% sur tous les produits que le Canada et le Mexique exportent aux États-Unis. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça pourrait avoir un effet boomerang pour les consommateurs américains? On en parle avec quelqu'un qui s'y connaît. Martine Hébert, elle est économiste et ex-déléguée générale du Québec à New York et Chicago entre 2019 et 2024. Elle a connu le régime Trump et son envie d'imposer des tarifs commerciaux au Canada. Madame Hébert, bonjour. Bonjour. D'abord, comment vous avez réagi en prenant connaissance du tarif espéré par M. Trump, soit de 25 %?
Je me suis dit, oh misère, oh misère. Ce n'est qu'un début. Le vrai Donald, on ne l'a pas encore vu, comme le dit la chanson, dans le sens où, c'est sûr qu'on sait que M. Trump est imprévisible et on connaissait déjà sa volonté d'imposer des tarifs là, à l'ensemble des importations aux États-Unis, mais le fait qu'il cible particulièrement là, le Canada et le Mexique avec des demandes précises, hein, parce que c'est une menace qu'il fait en disant, écoutez, si vous ne réglez pas la question de l'afflux de drogue aux frontières et de l'immigration, je vais vous imposer des tarifs de 25 % et ce, jusqu'à ce que la question soit réglée. Ces deux questions-là soient réglées. Alors, moi, je pense que c'est une menace à prendre très, très au sérieux et une menace qui ferait très mal, évidemment, comme vous le savez, là, à l'économie québécoise et canadienne. C'est une menace qui nous ferait mal, évidemment, mais il y a des leaders d'affaires aux États-Unis qui commencent à dire aussi, Martine Hébert, ça va nous faire mal à nous, Américains, ça va faire mal à nos consommateurs. Il y a le numéro 2 ou 3 de Walmart là, qui était à CNN tantôt pour dire si on impose ces barrières commerciales, ben il va y avoir une poussée inflationniste aux États-Unis. M. Trump, en voulant punir les partenaires commerciaux, pourrait faire mal aux Américains. Absolument. Il va avoir un effet boomerang sur lui et l'économie américaine, sans aucun doute. C'est clair qu'en imposant des tarifs sur des importations, ce que vous trouvez à faire, c'est d'augmenter les coûts de production pour les manufacturiers américains. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne en bout de ligne une augmentation des prix pour les consommateurs. Puis même quand on parle de secteurs, par exemple, rappelez-vous que M. Trump avait promis, par exemple, de diminuer les prix de l'essence. Il faut savoir que notre produit d'exportation numéro 1 là, vers les États-Unis, c'est du pétrole. Donc, s'il augmente les prix de l'importation de pétrole, il va augmenter les prix de l'essence aux États-Unis. Fait que vous voyez que c'est une réaction en chaîne qui n'est pas à l'avantage là, des Américains. Mais ça, vous savez, les économistes le disent et M. Trump le lit dans les médias. Depuis qu'il a annoncé son intérêt d'imposer des tarifs, mais il persiste et signe avec sa menace. Maintenant, moi, je pense que lorsqu'il fait des choses comme ça, comme il a fait hier, là, c'est qu'il veut provoquer une réaction, il veut mettre de la pression en disant « Attachez vos tuques, préparez-vous, parce que quand je vais m'asseoir avec vous à la table de négociation, j'aurai des demandes et ces demandes-là devront être satisfaites si vous ne voulez pas que je mette à exécution mes menaces. » C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, puis vous l'avez mentionné, Patrick, en début d'entrevue, j'ai été, moi, déléguée sur le terrain, j'ai vécu la période des tarifs sur l'aluminium. Rappelez-vous, un matin, il s'est élevé, il avait décidé d'imposer des tarifs sur l'aluminium et sur l'acier, comme ça, à brûle-pourpoint. Et donc, on s'était activé sur le terrain. Il faut continuer de s'activer à faire valoir, justement, auprès de nos alliés américains dans les États, auprès des alliés américains aussi dans le milieu des affaires. Vous l'avez mentionné, là, le président de Walmart tantôt, mais chez les constructeurs automobiles, par exemple, aussi chez les embouteilleurs, parce que quand on parle d'aluminium, on parle de la canette de Budweiser, donc chez les embouteilleurs, chez aussi les constructeurs, etc. Donc, dans tous les secteurs d'activité, on a des alliés, parce que ces gens-là non plus ne veulent pas voir là, le prix des produits qu'ils utilisent dans leur production augmenter, parce qu'ils ne veulent pas augmenter leur prix pour diminuer la demande non plus, là. Donc, on a beaucoup de travail à faire. C'est clair qu'on ne doit pas rester, là, c'est pas le moment de rester 2 pieds sur le bureau, ça c'est clair. Martine, vous dites que M. Trump là, aura des demandes à la table de négociation. Qu'est-ce qui est un irritant pour M. Trump en ce qui concerne le Canada et les exportations du Canada vers les États-Unis ou alors la gestion de notre marché intérieur? Bien, tout à fait. Je pense que vous le mentionnez, au niveau de la gestion du marché intérieur, c'est clairement la gestion de l'offre qui est un irritant très important pour M. Trump. Il l'a dit, il l'a répété à plusieurs reprises. La question des frontières aussi est importante. Là, elle est devenue un enjeu qu'on n'avait pas nécessairement lors de nos dernières négociations avec Donald Trump au moment de la renégociation là, de la CEUM. Donc, la question des frontières. Et d'ailleurs, il y a eu un entretien de 2 heures hier avec M. Trudeau. 2 heures, c'est long, hein, entre 2 chefs d'État comme ça, là. Je ne sais pas si c'est parce que M. Trump a eu la même stratégie que lors de ses grands discours dans ses rassemblements et s'est perdu là, en conjoncture dans différents sujets, mais ou encore si c'est parce qu'ils ont abordé de façon précise et qu'ils ont
commencé déjà à explorer des pistes d'entente possibles ensemble là, lors de cette conversation-là. Mais c'est clair qu'il y a plusieurs choses là, qui seront sur la table, des demandes que M. Trump a, notamment, comme je vous disais tantôt, là, à la question, en ce qui a trait au Canada, la question de la gestion de l'offre et la question du contrôle des frontières aussi. Dernière question, Martine. Je le rappelle, vous avez été délégué général à Chicago à l'époque, à la fin du règne de M. Trump. Là, vous avez vu à quel point il pouvait être intempestif. Vous connaissez l'environnement d'affaires, de commerce qui est très imbriqué entre le Canada et les États-Unis. Êtes-vous optimiste pour la suite des choses? Je vous dirais que j'ai un optimisme prudent parce que je connais assez les interlocuteurs sur le terrain, les gens d'affaires, les associations d'affaires, les chambres de commerce. Il y a plusieurs élus aussi républicains qui savent pertinemment que le Canada est le client numéro 1 dans leur État. Il faut dire là, que le Canada, on est le client numéro 1 de 34 États américains. Ce n'est pas peu. Donc, je pense que si je me fie à ce que j'ai vécu, on est capable, dans une stratégie bien orchestrée, à la fois de par notre présence canadienne aux États-Unis, mais aussi notre présence québécoise, parce que le Québec a des bureaux du Québec aux États-Unis aussi. Donc, à la fois par ces stratégies-là, et vous savez, les chicanes fédérales provinciales, là, quand on est sur le terrain, il n'y en a pas. On travaille main dans la main. Donc, on est capable de faire des tournées pour convaincre, rappeler aux Américains l'importance de nos relations et de maintenir la fluidité dans nos échanges et l'importance que l'interrelation entre nos deux économies revêt à la fois pour eux, pour leurs emplois, pour les prix aux États-Unis aussi, et à la fois pour nous, là, c'est ce qu'on appelle un win-win, un gagnant-gagnant. Alors, il faut vraiment accentuer les efforts et partir là, en mode sprint, continuer le sprint là, qui a déjà été entamé d'ailleurs à la fois par le Québec et par le Canada là, aux États-Unis. Bien, on va se croiser les doigts. Merci pour ces explications, Martine. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Au revoir. C'était Martine Hébert, qui est économiste, ex-délégué général du Québec à New York et à Chicago entre 2019 et 2024. Pour faire le point sur ses démêlés judiciaires. Il a été accusé au fédéral. Il a été accusé dans certains États aussi pour des malversations soupçonnées là, dans plusieurs dossiers. Et hier, il y a eu des développements majeurs en ce qui concerne les cas fédéraux. Charles-Philippe David est fondateur de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Charles-Philippe, bonjour. Bonjour, Patrick. Il y aurait beaucoup de choses à ajouter encore sur ce 25% qui est arrivé hier soir comme véritablement un coup de poing dans le visage. Bien, avant de passer d'abord à ces démêlés judiciaires, j'aimerais t'entendre sur cette menace de tarif de 25%. Bien, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le prochain président et ex-président des États-Unis ne se gêne pas pour annoncer ses couleurs, en effet, mais il faut savoir aussi qu'en quelque part, c'est une violation des accords présents de libre-échange qui ont été d'ailleurs renouvelés par lui-même. Et normalement, on doit régler ça en cours. On doit régler des litiges pendant que le traité est en fonction et en attendant son renouvellement. Le renouvellement est prévu pour 2026, Patrick, ce qui laisse plus d'une année complète, plus encore, pour discuter des irritants, discuter des problèmes et des enjeux. Alors, voilà que ce président ne se gêne pas pour mettre en doute les procédures même de discussion sur une renégociation du traité de libre-échange. Alors, moi, je trouve que ça augure mal. Et ensuite, on n'a aucune idée précise de ce que représentent exactement les demandes. Martine disait, on ne comprend pas exactement le contenu des demandes tarifaires, mais on ne comprend pas non plus exactement la nature des demandes de Donald Trump sur l'immigration illégale et l'entrée illégale, évidemment, des drogues comme la fentanyl. On ne connaît pas le contenu, le volume, le type de commerce illégal auquel il fait référence. Et ça, je m'attendrais à des précisions du gouvernement fédéral là-dessus. OK, on va suivre ça avec intérêt. Et hier, tu as suivi avec intérêt, Charles-Philippe, là, une partie des démêlés judiciaires de M. Trump au niveau fédéral qui montrent une embellie absolument spectaculaire pour lui. Ben, c'est-à-dire, pour faire une longue histoire courte, tout ça s'en va à la poubelle pour l'instant de l'histoire. Peut-être que ces procès seront ressuscités dans 4 ans. S'il devait de nouveau, évidemment, quitter la présidence et être sujet à ces procès.
Mais pour l'instant, Jack Smith, le ministère de la Justice, Jack Smith est le procureur spécial dans le cas de la poursuite du 6 janvier 2021, souvenez-vous. Il y a également le procès des documents qui ont été des documents classifiés qu'il avait amenés avec lui à Mar-a-Lago et qui devaient être traduits en justice en Floride pour possession de ces documents et distribution de ces documents. Tous ces procès-là sont abandonnés pour deux raisons. La première surtout, c'est qu'il devient président des États-Unis, Patrick, le 20 janvier prochain et qu'il y a maintenant une règle au ministère de la Justice qui indique qu'on ne fait pas subir un procès, on n'intente pas de procès contre un président en exercice de ses fonctions lors de son mandat présidentiel. On peut le faire après, mais on ne peut pas le faire pendant. Et l'autre raison, c'est que la Cour suprême a déclaré que le président jouissait d'une immunité dans l'exercice de ses fonctions quand il est président. Or, quand ils ont décidé ça en juillet dernier, ça avait déjà fragilisé grandement la poursuite judiciaire de Jack Smith, étant donné que ce que Trump a fait en janvier 2021, ça pouvait être jugé dans l'exercice de ses fonctions. Et au chapitre des accusations ou même des condamnations dans les États, on sait qu'il y avait un procès pour ingérence dans le processus électoral en Géorgie. Il a été trouvé coupable d'avoir manipulé des livres comptables pour payer une ancienne star du porno pour acheter son silence dans l'État de New York. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça aussi, je pense que ça va être abandonné. Celui de Géorgie, on n'a pas encore de précision, mais je ne m'attends absolument pas à une continuation de cette poursuite. Et à New York, le juge Mersham a repoussé, et encore repoussé, puis encore repoussé une troisième fois, on en est là, une annonce de cette condamnation ou de cette sentence qu'il devait prononcer. Et là, à peu près tout le monde est d'accord que ça n'aura pas lieu. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, c'est que le juge Mersham estime que, à la fois pour les raisons d'immunité et surtout parce qu'il entre en fonction, cette annonce serait très malvenue. Donc, la Cour suprême qui a vraiment consacré le principe d'une immunité présidentielle. Le président devient au-dessus des lois. Moi, je pense que ces 4 procès en tout ont été largement remis en doute par la décision de la Cour suprême, en effet, Patrick, du 1er juillet dernier, qui est une décision historique dont on n'a jamais assez parlé, parce que même un Richard Nixon, à l'époque du Watergate, probablement n'aurait pas pu être accusé si cette règle de la Cour suprême énoncée le 1er juillet avait existé à l'époque. Alors, oui, ça marque l'histoire. Merci beaucoup, Charles-Philippe. Je te souhaite une excellente journée. Vous aussi. À la prochaine. Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Voici Patrick Lagacé. Parler de syndicalisme, il y a 2 histoires dans les journaux aujourd'hui qui donnent à désespérer pour ce qui est de la régie interne dans certains syndicats. D'abord, je vous invite à lire cette enquête d'Isabelle Haché, chroniqueuse à la presse, qui s'est penchée sur le cas des Cols Bleus de Montréal. Le leadership des Cols Bleus de Montréal, la vie interne de ce qu'on appelle le local 301 du SCFP, ça a toujours été turbulent. Et là, il y a eu une accalmie pendant une mise en tutelle, justement parce qu'il y avait eu trop de turbulences, des intimidations, des gestes de violence, etc. Bien là, c'est reparti, semble-t-il, et il y a une vice-présidente du local 301 des Cols Bleus qui a décidé de poursuivre son président, justement pour des faits de harcèlement. Et parallèlement, dans le Journal de Montréal, vous avez de nouvelles révélations sur Rénal Grondin. Rénal Grondin, c'est l'ex-président de la FTQ Construction. Il était, lui, il avait déjà fait du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles contre une collègue de travail, contre une secrétaire. Ça ne l'avait pas empêché de devenir président de la FTQ Construction. Il y a de nouvelles révélations dans le Journal de Montréal à ce sujet. Il semble qu'il y a beaucoup de gens dans le mouvement syndical qui le savaient. Magali Picard, la grande patronne de la FTQ, présidente de la FTQ, ne le savait pas. Elle est avec nous. Madame Picard, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. Bien, peut-être d'abord, là, pour les gens qui auraient raté les fins détails de la saga de Rénal Grondin, là, peut-être nous expliquer qui il était et ce qu'il avait fait.
Ben écoutez, premièrement, je dois vous dire que je ne connais même pas Rénal Grondin. Je ne l'ai jamais rencontré. En tout cas, si c'est le cas, ça devait être dans un congrès où il y avait des centaines de personnes, mais je ne connais pas M. Grondin. Première chose. Deuxième chose, ce qui s'est passé, écoutez, j'en sais autant que ce que vos lecteurs, lectrices ont lu ce matin. Cet homme-là a été un des syndicats affiliés à la FTQ Construction, qui était le local ami. Ensuite, est devenu effectivement président de la FTQ Construction. Il a quitté avant mon arrivée à la FTQ. Lorsque moi, je suis arrivée à la FTQ, j'ai été mise au fait qu'il y avait une demande d'enquête qui avait été faite auprès de la firme Latitude. J'ai reçu le rapport de la firme Latitude avec des recommandations. Et là, on connaît la suite. Là. Donc, je suis pas la meilleure personne pour décrire là, l'historique autre que ce qu'on connaît, puisque les faits que j'ai été mis au courant à mon arrivée à la FTQ. Vous avez rencontré la plaignante dans cette affaire-là, parce que vous l'avez dit, vous connaissez pas Grondin, mais vous avez rencontré la plaignante. Pourquoi vous l'avez rencontrée? À sa demande. C'est elle qui a fait cette demande-là. Après mon élection, écoutez, je vous répète ce qu'elle m'a dit à ce moment-là. Je ne connaissais pas non plus la plaignante. Elle a dit, une femme à la tête de la FTQ, j'aimerais la rencontrer. Elle a passé avec ses avocates et bien entendu que moi, j'ai accepté de la rencontrer. C'est toujours des histoires. Là, vous savez, on parle beaucoup là, de Rénal Grondin, mais des Rénal Grondin, malheureusement, M. Lagacé, encore en 2024, il y en a encore beaucoup trop dans tous les milieux de travail. Là, c'est pas unique dans les syndicats et je peux vous dire que c'est malheureusement une tâche que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à comprendre, mais en tout cas, écoutez, c'est toujours les dossiers qui viennent me chercher comme femme, comme individu au premier niveau, là. Donc, oui, c'est ça. Alors, j'ai accepté, bien entendu, de bonne foi de rencontrer cette personne-là, sachant très bien que le processus était terminé. Hein. L'enquête avait été faite, des recommandations avaient été données. Elles ont été mises en place par la FTQ Construction, par également l'employeur de cette plaignante-là, qui n'est pas la FTQ Construction, qui était un des syndicats affiliés. Alors, moi, ce que je peux vous dire, je suis arrivée dans une période de réconciliation, si vous voulez, où les gens qui étaient en place, c'était des nouvelles personnes qui, elles, avaient à cœur, bien sûr, de corriger cette réputation-là, ce qui est fait. J'ai compris dans l'article qu'il y aura une suite demain, que je vais lire avec attention. Mais comme présidente de la FTQ, je peux vous dire que d'avoir comme syndicat affilié, la FTQ Construction, le local ami en 2024, moi, j'ai pas honte de ça du tout. Du tout. Est-ce qu'il y a des processus qui ont changé à la FTQ Construction, dans les locaux affiliés pour éviter que quelqu'un vive du harcèlement, d'une part, pendant des années? Puis quand on veut se plaindre, ce que je constate dans le papier de nos collègues du Journal de Montréal, c'est que ça prend encore des années pour avoir un règlement. C'est assez compliqué, là. Écoutez, les règlements, je vous le disais, là, il y a des mesures qui ont été mises en place, puis pas à la blague, là, mais pour avoir un poste aujourd'hui d'élu à l'intérieur d'un syndicat affilié à la FTQ Construction ou à la FTQ Construction, c'est pas des farces, M. Lagacé. Là, il y a un processus qui est plus rigoureux que pour devenir président des États-Unis actuellement, ou en tout cas dans n'importe quel élu, dans n'importe quelle organisation. Il y a des mesures extrêmement rigoureuses. Il y a un processus d'enquête. Puis c'est pas juste d'aller voir est-ce qu'il y a au plumitif ou encore est-ce qu'il y a une plainte au niveau criminel. À tous les tribunaux administratifs qui existent au Québec, il y a une vérification qui est faite. Donc, je peux vous dire actuellement, moi, j'ai l'esprit tranquille. Là, les gens qui siègent actuellement autour de la table, c'est qu'ils ont des dossiers qui sont complètement patte blanche. Ce qui n'empêche pas, M. Lagacé, puis là, je parle au sens large. Moi, je suis au désespoir de voir qu'en 2024, parce que là, le dossier dont on parle, il date de plusieurs années. Hein. Cette femme-là a bien sûr passé à travers un enfer. Puis ça a pris plusieurs années, beaucoup de terreur, beaucoup de difficultés à en parler, avec des séquelles pour le restant de ses jours. Mais moi, ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est que c'est extrêmement difficile encore aujourd'hui pour les femmes. Puis je dis les femmes parce qu'on le sait, là, c'est majoritairement des femmes qui vivent le harcèlement puis les agressions, mais de dénoncer. Et c'est ça, pour moi, qui est le défi. Qu'est-ce qu'on peut faire davantage comme syndicat, comme employeur, comme gouvernement, comme service de police, pour être capable d'accompagner ces personnes-là? C'est inacceptable qu'on vive encore là-dedans. Puis là, je faisais la blague, tu sais, que c'est plus difficile de venir dans un poste élu à la FTQ Construction que président des États-Unis. Mais je peux-tu vous dire que moi, dans cette cause-là, cette lutte-là, de voir un gars comme Donald Trump avoir été élu avec une forte majorité, je trouve ça extrêmement décourageant. Quel mauvais message on envoie. Tu sais, c'est comme si... Moi, il y a des gens autour de moi qui disent « Ah, vous autres, les féministes, tu sais, vous continuez vos luttes, puis en même temps, tu sais, c'est encore pertinent. » On peut-tu se dire que
je vais être féministe tant qu'il va le falloir parce qu'on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Le message est lancé. Sans rentrer là, dans l'organigramme complet de la FTQ, c'est quoi le lien entre le SCFP, le Syndicat canadien de la fonction publique, et la FTQ? La même chose que la FTQ Construction. Ça a toujours porté confusion, le fait que la FTQ Construction a le titre FTQ dans ses lettres. Oui. Mais c'est un syndicat affilié comme tous les autres syndicats. Comme le SCFP, comme la FPC, comme Unifor, comme Teamster, comme Métallo, je peux tous vous les nommer, là. C'est un syndicat affilié à la Fédération des travailleurs du Québec, donc à la FTQ. Êtes-vous troublé par les révélations du journal La Presse ce matin qui concerne le syndicat des cols bleus qui relève du SCFP qui est lié à la FTQ, votre centrale, Mme Picard? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous frappe là-dedans? Écoutez, là, ce qui me frappe, c'est comme je viens de l'expliquer, c'est une autre situation. Moi, je vais quand même laisser l'enquête suivre son cours, là, parce que la plus grande erreur que je pourrais faire, c'est de commenter un dossier alors que l'enquête est toujours en cours. Alors, je vais me garder une petite gêne, mais sans parler du 301, sans parler nécessairement d'un cas type. Ben, c'est clair. Puis écoutez, là, quand je suis arrivée à la FTQ, j'ai dénoncé au départ. Moi, j'ai dit que les régimes de terreur, les pressions, toutes les formes d'harcèlement, sur toutes ces formes, je n'étais pas pour rester silencieuse, j'étais pour dénoncer ça et bien sûr d'encourager à dénoncer et à poursuivre ces individus-là. On doit être l'exemple. Alors moi, quand je vois des syndicats, des syndicalistes dans des situations comme celle-là, écoutez, c'est comme un double coup pour moi parce que non seulement c'est inacceptable comme femme, comme travailleuse de voir que ça existe, qu'en plus, on est des représentants syndicaux, donc on devrait avoir ces valeurs-là comme première motivation à faire notre job. Donc, écoutez, c'est clair que ça me désole, ça me choque, mais je vous le dis encore une fois, les processus vont se faire, on ne restera pas silencieux. Ouais. On va bien sûr attendre que ça soit fondé, mais on va dénoncer, c'est clair, on va agir. Ce matin, dans la presse, là, Sonia Gosselin, qui est une VP du local 301, syndicat des cols bleus de Montréal, raconte le harcèlement qu'elle a subi. Il y a 7 cols bleus syndiqués qui sont au syndicat là, qui corroborent ce qu'elle a vécu. Celui qui est en cause, c'est le nouveau président, Jean-Pierre Lauzon. Puis je comprends quand vous me dites, Mme Picard, on va pas court-circuiter le processus. Ce que vous me dites, c'est que quand ça va être fini, le processus, là, parce qu'il y a un procès, entre guillemets, là, interne pour M. Lauzon, vous allez le commenter, premièrement? Ah ben oui, absolument, absolument. Ça, puis écoutez, là, je peux pas faire autrement, M. Lagacé. Moi, je dis aux femmes qu'il faut prendre notre place, il faut dénoncer, il faut arrêter d'accepter l'inacceptable. C'est ça. Okay. Et c'est notre rôle. Donc, c'est clair que je le commenterai, mais en temps et lieu. Là, pour l'instant, écoutez, je serais très, très mais je veux vous entendre de commenter. Je comprends ça, mais je veux vous entendre sur autre chose. Écoutez, la première fois que j'ai écrit sur les grenouillages internes au local 301, syndicat des cols bleus de Montréal, c'était en 2006. Jusqu'à 2010-2011, là, j'ai écrit des papiers d'officiers syndicaux harcelés, poussés au burn-out, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de pourri au local 301? Bien là, écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose de pourri? Là, vous me relatez que ça fait 20 ans. 20 ans que ça existe. Ça fait 20 ans, puis ça n'a pas l'air de changer bien la culture. J'ai été invitée, c'est drôle que vous parliez de ça, parce que moi, j'ai été invitée comme conférencière au 301 il y a environ 3 semaines à une assemblée tout le monde t'a fait un avec soir vous? de Montréal. Ben écoutez, vous me connaissez, là, je suis une personne, j'ai pris la parole, j'ai parlé des dossiers actifs à la FTQ. Vous leur avez dit quoi? C'était que des femmes. C'était que des femmes. Bon, ben écoutez, on a les parlé gars n'étaient pas là. Est-ce que le président était là? Non, c'était une rencontre de femmes. C'était vraiment là. Donc, il y avait, écoutez, de mémoire, je pense qu'il y avait à peu près 150, 160 femmes à cette rencontre-là. Là. Je ne vais pas exagérer. J'ai pas le chiffre, mais je pense vraiment que c'est autour de ça. Puis il n'y a pas une femme qui est venue me voir ce soir-là, puis c'est peut-être pas le moment de le faire, pour me parler de cette situation-là. Donc, moi, là, vous me dites ça fait 20 ans, je serais pas assez hypocrite pour vous dire que j'ai jamais entendu qu'il se passait des situations dans ce syndicat-là, mais jamais porté à mon attention, jamais j'ai été impliquée personnellement. Et là, je suis pas en train de me laver les mains. Ce que je vous dis, là, c'est que le syndicat du SFP, qui est un grand syndicat canadien, grand syndicat au Québec, qui représente plus de 150 000 travailleuses et travailleurs, ils sont extrêmement, extrêmement rigoureux. Ils ont un mécanisme interne. Alors, ce que je fais présentement avec le président du SCFP Québec, il me tient au courant de la situation. Ce qu'il me dit, c'est que c'est un dossier qui est traité avec la plus haute, le plus haut niveau de priorité actuellement. Donc, on suit ça. Puis il est clair
à la fin de ce processus-là. Moi, j'ai pas d'autorité. J'ai pas d'autorité pour dire à un affilié qui est un syndicat complètement autonome et indépendant qu'est-ce qu'il doit faire. Par contre, on travaille en famille. On a quand même une autorité morale. À la FTQ, on travaille ensemble. Et ce qui est clair, et ils le savent déjà, la FTQ va très certainement dénoncer, soutenir, encourager et même guider les personnes qui ont besoin de support, qui ont besoin d'aide. Puis à partir du moment, M. Lagacé, où les gens qui sont en poste dans des syndicats disent, écoutez, là, ici, là, vous disiez tantôt, est-ce que c'est pourri, est-ce que c'est gangréné? On a besoin d'aide. Ce que je peux vous dire, c'est que leurs syndicats, les exécutifs, les VP de la FTQ vont être présents, indépendamment des syndicats, et la même chose pour la FTQ. Ça, je vous le garantis. Bien, on va faire le suivi quand on aura le résultat de ce procès, entre guillemets, là, du président des Cols Bleus, du syndicat des Cols Bleus, Jean-Pierre Lauzon. Merci d'avoir été avec nous, Mme Picard. Merci, bonne journée, M. Lagacé. Au revoir. Bonne journée. C'est une enquête à lire dans le Journal de Montréal. Là. Sarah-Maude Lefebvre et Jean-Louis Fortin. Climat de peur, climat de terreur à une époque à la FTQ. Communauto, c'est un système d'autopartage, le système d'autopartage le plus connu au Québec, le plus populaire au Québec et probablement aussi dans le monde. Et on a voulu faire le point sur cette compagnie qui fête justement ses 30 ans d'existence cette année. Benoît Robert est le président et fondateur de Communauto. Monsieur Robert, bonjour. Bonjour. J'ai dit compagnie, mais je vous le... Écoutez, jusqu'à hier, je pensais que c'était un OBNL. En fait, vous êtes... Je ne dois pas être le seul, hein? Non, vous n'êtes pas le seul. Puis il y a une raison quand même à ça, c'est que j'ai toujours dit que Communauto, c'était une entreprise à mission. On est une entreprise à mission urbanistique, environnementale et sociale. Et c'est pas parce que Communauto, formellement, est une société par action que ça influence la volonté du fondateur, donc moi, et des personnes qui m'entourent pour opérer ce service-là. Mais c'est ça, c'est une compagnie privée qui fait des profits, il y a des actionnaires, etc. Là, c'est pas un OBNL, là, c'est pas une société de transport. Là. Non. Par contre, même si on était un OBNL, on n'aurait pas le choix de faire des profits, sinon le service ne pourrait pas continuer à opérer. Comment c'est né Communauto? C'est né, je dis souvent que c'est né d'un besoin égoïste. J'étais étudiant, je me déplaçais surtout à vélo. Mais je suis quelqu'un qui aime le plein air, qui aime ça aller faire du ski de fond Mont-Saint-Bruno, par exemple. C'est le fun des fois avoir une auto. C'est le fun des fois avoir une auto, puis on ne veut pas nécessairement louer une voiture pour 24 heures pour aller faire du ski de fond pendant 1 heure. On ne veut pas non plus prendre le transport en commun puis prendre 1h30 pour se rendre, faire du ski de fond pendant 1 heure et prendre une autre 1h30 pour revenir après. fait que vous avez créé ce système d'autopartage à Québec, je pense, au début. Oui, je suis originaire de Montréal, mais j'ai fait ma maîtrise à l'Université Laval à Québec. Donc, le hasard a fait que j'étais à Québec quand j'ai mis sur pied le service. Mais au départ, mon but, c'était pas de mettre sur pied une entreprise. Au départ, c'est parti d'une idée. Puis je me suis dit, ça serait le fun que ce service-là existe. Puis par curiosité, je suis allé faire des recherches bibliographiques à l'université, à la bibliothèque. Et puis, j'essaie juste de savoir, est-ce que ça existe quelque part dans le monde? Et là, ça a été le début d'une longue aventure, finalement. Et là, vous êtes rendu à combien de véhicules? Au moment où on se parle, on frôle le 7500 véhicules. À Montréal, on a 4500 voitures environ, donc 200 flex, des voitures qui sont disponibles en trace directe, où on peut prendre une voiture au point A puis la laisser au point B, puis 2500 voitures en station. OK. Puis l'autre partie des voitures sont où? L'autre partie de voitures sont en Alberta, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et même à Paris, en France. La question qui revient souvent quand on parle de Communauto, puis je pense que c'est une question qui trahit que vous êtes victime de votre succès chez Communauto, c'est pourquoi il n'y en a pas plus, pourquoi il n'y en a pas en banlieue. Les gens de Longueuil, par exemple, nous ont écrit quand on a sollicité des commentaires. Les gens de la banlieue de Montréal disent « Comment ça fait que c'est pas chez nous? » Bien, c'est chez eux. Il y a des voitures à Saint-Bruno, il y a des voitures à Longueuil, il y en a à Saint-Lambert, il y en a à Boucherville. OK. Bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas disponible. Bien, faut aller télécharger notre application, puis vous allez voir immédiatement où sont les stations de véhicules. Pourquoi hors Québec plutôt que d'être partout au Québec? Bien, en fait, on est à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, à Gatineau, à Trois-Rivières, puis plus récemment, on est aussi à Victoriaville. Donc, on se répand aussi à Québec, mais c'est un service qui est... Au départ, l'idée, c'était de commencer à desservir les endroits où c'est le plus facile, où la clientèle est... Il y a une clientèle
prêtes à adopter ce type de service-là. Et les secteurs les plus faciles à desservir, et là où il y a le plus à gagner, c'est dans les secteurs denses des villes où il y a des commerces de proximité. En fait, ce qui fait le succès d'un service d'autopartage, c'est une qualité de desserte en transport en commun. C'est faux de penser que l'autopartage remplace le transport en commun. L'autopartage, c'est un complément de mobilité. Donc, ça prend un ensemble de moyens de transport offerts à la population pour faire en sorte que ce service-là fonctionne bien. Donc, c'est plus difficile de vouloir s'établir dans des régions qui sont moins bien desservies en transport ou moins bien urbanisées, où il n'y a pas, par exemple, de mixité des usages à proximité. Donc, ces environnements urbains-là font en sorte que les gens sont trop dépendants de la voiture. Donc, l'autopartage est moins attrayant. OK. Il me semble avoir remarqué ces dernières années, dans mes réseaux sociaux, dans mon entourage, plus de plaintes des gens. Les gens aiment le service comme une auto, M. Robert, mais les gens, depuis quelques années, me semble-t-il, j'entends plus de plaintes du genre « il n'y a pas de voiture disponible, le GPS ne fonctionnait pas », des trucs comme ça. Est-ce que vous avez noté une hausse des commentaires négatifs des utilisateurs depuis quelques années? Une hausse en nombre absolu, oui, mais sur une base relative, non. Le gros défi du fait d'être un opérateur de service d'autopartage, c'est de gérer les attentes des gens. Ça fait 30 ans que le service existe et puis j'étais là quand j'ai lancé le service il y a 30 ans. Et à partir de l'année suivante, j'ai commencé à entendre des gens prétendre que c'était mieux avant. Donc, c'est un discours que j'entends depuis extrêmement longtemps. J'y suis sensible. C'est certain qu'on veut offrir un service de qualité. Malheureusement, qui dit partage, veut dire qu'on partage un espace. C'est pas en même temps. Ça se peut que ce soit moins propre à l'intérieur de la voiture que si c'était notre propre véhicule. Ça, vous voulez dire? Exactement. Nous, on nettoie les voitures régulièrement. Par contre, on n'a pas le contrôle sur les agissements des gens qui malheureusement, ne se ramassent pas toujours dans les véhicules. Ce qui revient souvent comme critique de ce qu'on a pu glaner ici, là, c'est quand on essaie d'appeler comme une auto, c'est dur d'avoir la ligne. Ça, est-ce que c'est un signe du fait, justement, que vous avez beaucoup grandi, puis c'est dur d'avoir, disons, autant d'employés que la demande de nos clients? C'est un grand défi. En fait, ça dépend à quel moment vous appelez. C'est que souvent, on a un nombre X d'employés et souvent, les gens ont tendance à appeler tous en même temps. Okay. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de fluctuations sur le nombre d'appels. Mais c'est un fait qu'on est en recrutement continu. À une certaine époque, on avait des employés dont la tâche principale, c'était de répondre à des appels de demande de réservation. Donc, le client appelle, j'ai une voiture de midi à 16 heures. Avant le numérique. Maintenant, les gens, quand ils appellent, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, c'est beaucoup plus difficile de recruter. C'est beaucoup plus difficile de fidéliser nos employés parce que c'est pas un travail qui est facile, de toujours avoir à gérer des problèmes. Donc, c'est un défi important avec lequel on se doit de composer. On doit gérer aussi les 24 heures. Ce qui fait qu'on recrute aussi, même en France, pour être capable de profiter des décalages horaires pour pouvoir mieux couvrir faire le tour de l'horloge. Mais c'est quelque chose auquel on travaille en ce moment. Au moment même où on se parle, il y a une nouvelle cohorte d'agents service à la clientèle qui est en formation. Vous avez combien d'employés chez Communauto? On a franchi le cap du 300 employés déjà. Puis on est en croissance. On a une croissance de l'ordre de 30 % à peu près par année. Donc, c'est quand même assez lourd de gérer notre croissance quand on doit vivre année après année avec un rythme de croissance aussi intense. C'est ce que je vous disais tantôt, M. Robert, quand je disais que Communauto est victime de son succès. Je veux dire, vous grandissez, vous grossissez, vous avez de plus en plus de clients, c'est de plus en plus de gens. Vous parliez de chiffres absolus puis relatifs tantôt. Plus on a de clients, plus on risque d'avoir de plaintes aussi. Mais c'est un service d'accès en mode libre-service aux véhicules. Donc, c'est certain que c'est un peu, si on prend un exemple, Airbnb. Beaucoup de gens utilisent Airbnb, mais essayer d'appeler au service à la clientèle d'Airbnb, il y en a, mais il faut vraiment chercher longtemps pour le trouver. Ce que vous me dites, c'est que c'est plus facile de rejoindre Communauto que Airbnb. Non, beaucoup, certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la grande majorité des cas, on a plusieurs centaines de milliers de déplacements par mois. Donc, on s'entend que la grande majorité des gens n'ont pas à nous appeler pour quoi que ce soit. Par contre, de temps en temps, arrive un problème. À une certaine époque, je croyais que la technologie allait nous simplifier la vie. Malheureusement, la technologie ne nous simplifie pas la vie. Comment ça? Et les problèmes, pourquoi? Parce que pour pouvoir contrôler l'accès à nos véhicules, on a des systèmes embarqués, donc des ordinateurs de bord. Ces systèmes embarqués-là doivent être communiquer avec les serveurs de Communauto, qui doivent communiquer avec les serveurs d'un sous-traitant, qui dépendent
la téléphonie, dans le fond, d'un fournisseur en téléphonie. Donc, c'est une longue chaîne qui fait en sorte que s'il y a un maillon de cette chaîne-là qui fonctionne moins bien ou qui est ralenti, c'est là que les appels, le nombre d'appels explose parce que les gens ils ont de la difficulté à accéder à leur véhicule, ils ont de la difficulté à terminer leur trajet. Donc, l'insatisfaction liée au fait d'avoir de difficulté à nous parler à quelqu'un est beaucoup liée à ces fluctuations-là dans la chaîne de communication qui nous permet de contrôler l'accès au véhicule, malheureusement. Ça, même si on triplait ou on quadruplait le nombre d'employés, ça n'y changerait rien. Il me fait poser la question, on a sollicité les auditeurs, là, est-ce qu'il y a des options pour des entreprises qui voudraient offrir Communauto à leurs employés? Oui. Depuis longtemps, on travaille dans le cadre de différents programmes employeurs. On est toujours partenaire des initiatives qui vont dans le sens d'offrir des alternatives de mobilité aux gens. Vous aviez, je me souviens à une époque, là, chaque fois que je voyais une voiture Communauto, c'était une petite voiture. Et là, je suis surpris, je vois des mini VUS aussi de Communauto. Est-ce que c'est parce que vous avez été obligé de le faire à cause de l'offre ou parce que les clients le demandaient? Ça peut paraître paradoxal, mais on a de la difficulté à s'approvisionner en véhicules et à choisir nos modèles de véhicules. Normalement, ce qu'on souhaiterait offrir, ce serait des véhicules compacts. Vous vous souvenez probablement d'une époque où la majorité de notre parc de véhicules était composé de Prius C, une petite voiture hybride. Il y a quelques années, on avait 74 % de voitures hybrides dans notre flotte. Maintenant, on est en bas de 30 % de voitures hybrides. On est comme les consommateurs. On voudrait avoir des plus petites voitures, moins énergivores. Malheureusement, le marché va en direction opposée. Donc, on achète ce qu'on est capable d'acheter parce que sinon, on aurait à faire face à encore plus de plaintes de manque de disponibilité des véhicules. Vous achetez beaucoup de véhicules chez Communauto, M. Robert, là, pour évidemment avoir un grand parc comme ça. Est-ce qu'il y a des autos que vous ne rachèterez plus? À une certaine époque, je vous aurais dit oui. Okay. Maintenant, dans les modèles qu'on a achetés, je ne pourrais pas vous nommer un modèle qui n'est pas fiable. Votre taux de réussite est bon? Je touche du bois. En ce moment, c'est le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Je ne donnerai pas de nom. Je ne veux pas nuire à personne. Parce qu'il y en a qui se sont améliorés depuis le temps. Okay. Je me rappelle, je vais en donner un pour souligner qu'ils sont beaucoup améliorés, mais je me rappelle les premières Hyundai qu'on achetait quand on mettait le bras de vitesse à drive, ça faisait un gros bong. Puis je me souviens que sur l'autoroute, si les balais d'essuie-glace se détachaient du véhicule et qu'on appelait pour se plaindre à la compagnie, on disait cette auto-là coûte pas cher, plaignez-vous pas. C'était à peu près le message. Ça te fait dire ça? Avec un petit peu plus de gants blancs, là, mais ça revenait à ça. OK, je termine sur un préjugé, OK? Mais il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour nous dire les gens qui prennent Communauto, ils conduisent pas aussi bien que les autres. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, le problème, c'est que nos véhicules sont identifiés. Donc, il suffit qu'on voit un usager de Communauto conduire mal, les gens extrapolent, puis ils extrapolent ça à l'ensemble de la population. Nos statistiques d'assurance semblent démontrer que nos usagers conduisent même mieux que la population en moyenne. Moins de réclamations. Je dirais, en pourcentage, sur une base relative. OK, on va vous souhaiter que ça continue et surtout que Communauto continue. Bonne chance avec tout ça. C'est un très beau succès que celui de Communauto, malgré les problèmes, disons, peut-être que la compagnie est victime de son succès. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui de Communauto. Merci. C'était Benoît Robert qui est président et fondateur de Communauto, le plus grand service d'autopartage au Québec et probablement aussi dans le monde.